les petits hippos. Oula. Coucou les petits hippos, on se retrouve pour une petite session de révision sur l'économie des États totalitaires. Alors en gros, on va voir comment les États totalitaires s'appuient-ils sur leur économie pour asseoir leur pouvoir, assurer leur domination, imposer leur idéologie, tout le tintouin. En URSS, il va y avoir une économie qui est complètement centralisée avec une nationalisation des industries. Et ça va amener aussi à un Gosplan en février 1921. En gros, c'est toute la planification des objectifs industriels à avoir dans les années qui vont suivre. Lénine, dès 1917, il avait commencé cette nationalisation des terres qui étaient donc remises aux soviets et aussi des banques. Et il y avait toutes les grandes propriétés foncières et propriétés des banques avaient complètement été abolies. Il y a eu une planification de l'économie soviétique. En gros, il y a eu le premier plan quinquennal qui était en 1918, qui voulait une grosse industrialisation du pays, il voulait relancer la collectivisation. Le NEP va aussi être supprimé, ça assurait après la guerre un espèce de retour provisoire au capitalisme parce que les paysans, ils pouvaient garder le surplus de production pour eux, sauf que ça ne plaisait pas du tout à Staline parce qu'il y en a qui se faisaient des profits et non, on veut pas retourner à une société de classe. Donc toute cette collectivisation, elle se fait par la force, évidemment. Donc on passe à une dékulakisation. Sauf que tout ce dérèglement au niveau de l'agriculture et l'industrie, ça va provoquer des famines, le système est complètement bouleversé. Et mais en 1933, il va y avoir 80% des exploitations qui sont déjà collectivisées. C'est déjà pas mal. Et donc tout ça, la collectivisation forcée, la planification autoritaire, centralisée aussi, et le travail forcé massif et l'industrialisation, ça va faire que en 1940, l'URSS est troisième puissance industrielle mondiale. Concernant l'Allemagne, le parti nazi va s'occuper de tout ça et il va vouloir stimuler l'industrie comme l'URSS, mais aussi l'armement. Il va y avoir des politiques de grands travaux pour pallier au chômage et pour créer des emplois. En 1936, on va avoir une réorientation vers des programmes militaires et des programmes de réarmement. Et pendant la crise des années 1930, vu qu'il va y avoir des grosses difficultés économiques, le parti nazi va essayer d'imposer des prix, va contrôler les salaires, il va y avoir des interdictions d'exporter, d'importer. Et certes, l'économie est très centralisée, mais le parti nazi ne peut quand même pas tout contrôler. Mais ça, c'est pallié par le Führerprinzip. Désolé, c'était un réflexe. En gros, ce principe consiste en une soumission complètement aveugle du chef et aux ordres du Führer. Donc en gros, il y a des pertes de contrôle, mais vu qu'il y a le Führerprinzip, tout le monde voit rien. Ouais. En Italie, au niveau de la centralisation, il va y avoir un interventionnisme très fort sur le marché économique. Lors de la crise, donc pendant les années 1930, Mussolini il va mettre en place l'Institut pour la reconstruction industrielle, qui est là pour essayer d'aider toutes les entreprises qui connaissent des grosses difficultés économiques. Donc Mussolini il va lancer une politique autarcique et aussi une bonification des terres. L'économie elle va aussi être là pour montrer que les régimes sont puissants et qu'ils sont capables de gérer les crises. On prend l'exemple de Benito Mussolini, il va prendre le modèle de la Rome antique. Wow. Ouais, je sais pas, il a un problème avec ça. En gros, l'État, il était pas en charge de l'économie, celle-ci, elle était plutôt donnée aux industriels, et à l'époque, ce système apparaissait comme rayonnant de grandeur et de prestige. Ces régimes, ils ont aussi un désir autarcique, c'est-à-dire qu'ils veulent se suffire à eux-mêmes. En Italie, ça signifie qu'il faut stabiliser la lire. La lire, c'est la monnaie. Mais il va y avoir un écart de la valeur de la lire par rapport à la valeur qu'il y a sur le marché, et l'Italie va être obligée de passer en économie fermée. Ça va aussi passer par les politiques de grands travaux pour remettre les gens au travail, mais en fait, cette autarcie, elle résulte d'une contrainte due aux conséquences de la crise des années 1930. La population, dans tous les régimes, elle va être énormément mobilisée parce que il faut participer à l'enrichissement du régime. On veut remettre les gens au travail. On arrête les grèves, les syndicats aussi, c'est fini.
sauf en URSS où ils sont quand même extrêmement contrôlés et sont fortement dépendants du régime. Alors pour commencer, en URSS, le travail c'est vraiment un truc hyper important. Il va y avoir énormément de travail de force. Près de 1/3 de la production d'or, une grande partie du charbon et aussi de la production de bois résulte de ce principe. D'ailleurs, dans les années 1920, à l'entrée d'un des camps des îles de Solkovski, il y avait marqué l'inscription « Par le travail, la liberté ». Ils avaient de l'humour à l'époque. Non. Il va y avoir des propagandes à foison pour valoriser le travail, notamment par le Stakhanovich. Les femmes travaillent aussi parce qu'en URSS, on prône l'égalité pour tous. Donc le travail il est glorifié, mais il est aussi encadré, notamment par la création du livret d'ouvriers en 1938 en URSS, qui répertorie les retards et les absences de chaque ouvrier. En Allemagne, c'est pareil, on va avoir des inscriptions « Le travail rend libre » sur les camps d'extermination et de concentration. Les femmes vont être aussi insérées au sein du marché du travail parce que il va y avoir un manque de main-d'œuvre dès 1936. Donc au début on disait oui les femmes doivent rester au foyer, et tout, mais en fait on s'est rendu compte qu'on avait besoin de main-d'œuvre en Allemagne, notamment avec la crise et aussi avec l'appel de la Seconde Guerre mondiale. Donc elles reviennent au travail. On a aussi le livret des ouvriers en Allemagne qui est lui créé en 1935. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir beaucoup de travail forcé dans les pays occupés. Concernant l'Italie, au début, on avait une politique sociale. Donc on avait des journées de 8 heures et on avait aussi instauré la semaine de 40 heures. Sauf qu'ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de produire plus pour être à la hauteur. Donc on revient à une semaine de 48 heures. Et avec la charte du travail, il va y avoir une baisse de 20% des salaires pour 2 millions des travailleurs. Et sauf que cette charte du travail, elle va encadrer les syndicats, etc. Mais elle va aussi donner certains droits, donc des repos hebdomadaires par exemple, ou des congés payés, ce genre de choses. Dans un premier temps, en Allemagne, il y a eu la crise donc de 1930. Après la guerre, il fallait rembourser, le traité de Versailles était vraiment beaucoup trop lourd. Et il y a eu aussi une démilitarisation, ce qui fait qu'il y avait énormément de chômage, beaucoup de militaires qui ne faisaient plus rien. Donc l'Allemagne a besoin d'argent. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire contre ça? Ils vont décider de générer une nouvelle monnaie. Le ministre de l'économie et le président de la Reichsbank vont décider de créer une société fictive, donc la MEFO. Je vais pas le prononcer en allemand. Cette société, elle va créer des bons qui sont convertibles donc en Reichsmark. Ces bons, ils étaient librement échangés et garantis par l'État. Donc en fait, ça faisait une nouvelle monnaie que les industriels pouvaient utiliser et qui n'était pas répertoriée au niveau international. Du coup, ça permettait de cacher le fait que l'Allemagne serait armée à donf. Cette création monétaire, elle répond aussi à une grosse demande de liquidité des industries d'armement qu'elles avaient besoin donc pour produire. Et ça permet à bon nombre de différents secteurs d'activité d'être stimulés. Donc on peut avoir la chimie, l'industrie automobile, la sidérurgie et la métallurgie. Et donc le NSDAP, donc, qui a mis tout ça en place, il va être soutenu par des élites industrielles. Au début, c'était pas trop le cas parce que les élites industrielles, ils avaient un peu peur parce qu'il y avait le mot social dans le nom du parti. Mais finalement, vu que Hitler rompt ensuite avec tous les partis communistes, ils vont se dire c'est bon, il est libéral, donc c'est dire qu'on peut bien fonctionner, donc allez hop, on est à donf derrière Hitler. Oui, allô Hitler? Oui, alors nous on aimerait bien vous financer, mais le problème c'est qu'on sait pas si vous allez dans notre sens quoi. Bon, vous savez quoi, on va faire un test, on va voir comment vous réagissez. Pourquoi le capitalisme est-il au bord du gouffre? Parce qu'il regarde le communisme qui est au fond. Donc l'Allemagne passe à une économie privée. Pour l'Italie, au début, on était plutôt dans des politiques libérales. Donc il y avait une privatisation des monopoles, plusieurs impôts sur les capitaux et sur l'héritage étaient imposés. Mais ensuite, l'État il va devenir un peu plus interventionniste, mais sans procéder non plus à une nationalisation totale. Il va limiter fortement l'ouverture des nouvelles industries et aussi la concurrence. Il y a aussi vraiment une grosse nécessité de réévaluer sa monnaie. Donc l'État il va intervenir, donc il va faire des grands travaux publics, encore une fois pour recréer des salaires et permettre de relancer un peu la machine. Et lors de la crise économique de 1931, il va intervenir pour sauver les grosses banques d'affaires. Le Banco di Milano, le Credito
italiano. Sauf qu'on va bien voir que l'économie, elle est finalement tournée vers la guerre. L'Italie, elle va impulser un fort développement des industries d'armement, mais elle va quand même pas réussir à arriver à ses objectifs. Mais à la veille de la Grande Guerre, il y a la course à l'armement, donc ça va lui remettre un petit coup de fouet. Sauf que le pays, il reste quand même très agraire parce que l'industrie, elle se met au profit de l'industrie lourde et non pas de l'industrie de consommation. Du coup, les besoins militaires, ils sont supérieurs aux besoins civils. Pour l'Allemagne, l'économie, elle va être planifiée et ça va devenir une économie de guerre totale. Il va y avoir une lourde pression légale qui va peser sur les entreprises allemandes, qui vont devoir aller dans le sens de l'État et plus dans le sens de leur propre production. Elles sont fortement encadrées dans leur autonomie d'action, mais l'adoption et l'application de ce que dit le Führer n'est pas fait automatiquement. L'URSS a mis en place une économie collectiviste. Donc il y a une expropriation des anciennes classes dominantes et on ne veut pas d'enrichissement personnel, ok ? Et on veut une équitable répartition des richesses entre chaque citoyen. L'économie, elle est planifiée et centralisée à l'extrême. Il va y avoir une grosse modification de la structure socio-économique en URSS. Il va y avoir 4 gros appareils qui vont gérer l'économie, donc la bureaucratie d'État, la police politique qui va instaurer une grosse terreur, donc ces deux-là ils sont véritablement impliqués dans la gestion économique, et ensuite il va y avoir l'armée et l'appareil du parti. Donc la grosse différence avec l'Italie et l'Allemagne, c'est que l'URSS, elle n'est pas tournée vers une économie de guerre. Sauf que les bilans économiques de l'URSS, bon, en gros, la production, elle est faite pour créer des choses et non pas une utilité sociale. D'ailleurs, le politologue Andrei Piotrowski, le politologue Andrei Piotrowski dit: le charbon était extrait pour produire de l'acier, qui était utilisé pour construire des équipements, qui était utilisé pour extraire du charbon. En bref, c'était pas très utile, ça tournait un peu en rond. Donc en gros, pour conclure, l'économie, elle donne une structure au régime. Elle permet une pérennité et un système autarcique. Pour permettre cette économie, il va y avoir recours à la force, les populations vont être complètement dominées, et vont devoir suivre le mouvement. Mais ces populations, elles sont également entourées d'une idéologie unique qui, sans l'économie, ne pourrait pas s'imposer en fait. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé à réviser, parce que en tout cas, moi ça m'aide toujours de faire ce genre de choses. Et vivement la fin. Oh, et j'espère qu'on voit pas mes seins, ça devient grave là. Oh là là, j'ai besoin de sommeil.